Vincent Balouet maintenant est avec nous. Salut Vincent. Bonjour. Maîtrisedescrises.com. Oui. Ce qui veut tout dire. Donc j'ai appelé cette interview « Vivre avec les crises », ce qui n'est pas très original. L'idée c'est ça, là, maintenant, se mettre dans la tête, c'est-à-dire la crise est devenue un état permanent. Ça l'est depuis le premier épisode des Gilets jaunes. Les patrons dans les comex qu'on voit nous régulièrement nous disent, c'est vrai qu'on les enchaîne un peu quand même. Ouais. Donc Gilets jaunes, épisode 1, épisode 2, il y en a eu 8 ou 9, un petit peu de grève de transport public, on est tombé dans le Covid. Je ne sais plus combien d'épisodes dans le Covid. C'est pas fini. C'est sans doute pas complètement terminé. Un peu de catenade pour... Ne datons pas cette interview que je rediffuserai très régulièrement. Voilà, ça n'est sans doute pas fini. On saupoudre des catenades par-dessus. Voilà le conflit en Ukraine. Et puis le sujet... Catenade, c'est catastrophe naturelle, tu veux dire. Absolument. Enfin, le sujet climat... Mais est-ce qu'il n'y a pas... Alors, c'est là où le sujet m'intéresse. Et puis ensuite, on parlera de ce qui te désole, c'est-à-dire notre incapacité finalement à essayer d'anticiper ce qui peut l'être, à essayer de contenir ce qui peut l'être. Mais est-ce que cette idée de succession de crises n'amène pas aussi, notamment le traitement médiatique, mais il est important, à tout transformer en crise ? Tu vois, il y a un moment où on a l'impression que s'il n'y a pas de crise, tiens, on va faire une crise, parce que tout doit être une crise. Et oui, donc, j'en sais rien, moi, un ouragan un peu violent dans la saison des ouragans, c'est vrai, ça devient une crise. Alors, je pense que c'est vrai, chaque fois qu'il y a de l'émotion qui l'emporte. Et l'émotion, pour nous, entreprises, elle l'emporte surtout dans le champ du grand public. C'est-à-dire, dit autrement, dans un langage de journaliste, les infos générales grand public. Alors là, oui, dès qu'il se passe un truc qui met de la larme à l'œil, mais c'est pas du mépris, ce que je dis là. Alors, évidemment... la perspective est bousculée et c'est très compliqué de mettre les choses les unes derrière les autres dans l'ordre. Ouais. Dans le monde de l'entreprise, il y a quand même des référents. Il y a l'économie, l'argent, la réputation, etc. Et donc toutes ces choses-là remettent un petit peu d'ordre et laissent moins de place à l'émotion. Donc il y a moins d'effets catastrophes dans la succession de crises qu'on connaît pour nous, gens d'entreprise. Voilà. Tu te désoles en fait devant notre incapacité à quoi ? À anticiper les crises ? Ou vas-y, dis-moi, ou avoir un état d'esprit pour les encaisser. Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, si on a juste une minute pour reprendre. Ah, mais on a tout le temps. Vas-y, on a plus qu'une minute. On en a 13 ou 14 encore. Pour reprendre un peu l'historique des choses, en creusant ce sujet sur notre incapacité à nous, Français, Gaulois, de regarder ça comme le font les Américains, par exemple, où ils ont une culture extrêmement différente par rapport au risque. En grattant le sujet, je suis arrivé avec d'autres à la conclusion que tout ceci vient un peu, alors je ne sais pas pour chercher une excuse, la position géographique de la France. J'explique. La France est sur la façade ouest de l'Europe. On a l'Atlantique qui sert de régulateur de température et en gros le climat est super gentil, même si on s'en plaint un peu. Les tempêtes sont gentilles, il fait froid mais pas trop, il fait chaud mais pas trop, il n'y a pas de tornade, pas de tremblement de terre, pas de tsunami, pas de volcan en activité. Heureux comme Dieu en France, disait le poète. En France, ça va. Moralité, et comme on a 36 000 communes avec des services publics qui sont jamais loin, même quand on n'est pas loin de Paris, si on appelle, ça vient quand même. Du coup, chaque fois qu'il y a des risques, l'État protège, et les risques sont jamais méchants. Donc on s'en occupe assez peu dans notre arrière-cerveau, y compris dans l'entreprise. Tu as raison. Traversons l'Atlantique juste une minute. Là-bas, les tornades, c'est une autre paire de manches, les cyclones, les tempêtes, la neige qui tombe d'un seul coup dans le nord de l'État de New York, les tornades dans la vallée de l'Oklahoma. Vers l'ouest, il n'y a plus d'eau. Dès qu'on remonte un peu, c'est le Yellowstone avec le volcan qui menace de péter. Si on va complètement à l'ouest, c'est la terre qui tremble. Donc, on a des choses qui sont beaucoup plus méchantes. La nature est plus sévère de l'autre côté de l'Atlantique. Et par ailleurs, l'étalement et les grandes distances font que les services publics sont beaucoup plus loin. Dit autrement, là-bas, ils ont une administration qu'on n'a pas chez nous, qui s'appelle la FEMA, Federal Emergency Management Administration, qui apprend aux gens à se débrouiller tout seuls. Entreprises comprises. Donc ils font des cours pour les enfants, etc. Ils font des certificats pour les entreprises en disant on vous explique, on vous finance, mais après vous vous démerdez. Et donc là-bas, on a un rapport au risque, y compris dans l'entrepreneuriat, c'est ce dont on parle aujourd'hui, on a un rapport au risque qui est beaucoup plus intégré, plutôt que de faire appel aux services publics quand ça va mal. Ils ne font pas ça du tout. Et pourtant, ils le font avec une administration qui est spécifique. Donc c'est assez contradictoire, cette affaire-là. Très intéressant. Donc le résultat des cours, c'est que quand on fait... prenons New York, l'exemple de la tempête Sandy, qui est extrêmement révélateur.
En J'ai 2012, oublié. D'accord, ok, une grosse tempête. Ouais, un peu plus qu'une grosse tempête. Un peu plus qu'une grosse tempête, La mer d'accord. qui monte de 5-6 mètres, de la flotte partout dans l'informatique, D'accord. Wall Street dans l'eau. La bourse n'a pas fermé pour le 11 septembre, elle a fermé pour Sandy. D'accord. Juste pour donner une petite idée quand même. Là-bas, les entreprises sont, disons, plus habituées à se débrouiller seules. Enfin, il faut dire, ils ont pris le 11 septembre dans la figure. Les patrons des risques dans les taux à Manhattan, ils ont leur kit de grise sous la table. Il n'y a pas une entreprise où il y a ça à Paris. Pas une. Donc on a un rapport au risque de l'autre côté de l'Atlantique. Alors je dis pas qu'ils font tout bien, pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, mais attends. Mais ils ont un rapport au risque dans l'entreprise qui n'est pas du tout le même que le nôtre, où tout doit venir de l'État, il faut que tout soit annoncé par l'État, sinon ce n'est pas une crise. Mais on fait à ce point le contraire. Alors je ne sais pas quel est l'état de l'art depuis, parce qu'il y a un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais tu voulais alerter sur le fait que non seulement on ne nous prépare pas aux crises, mais on cache même... notamment sur une éventuelle inondation à Paris. Ouais. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Donc on cache aux entreprises mais on cache pas la réalité de ce que pourrait être cette inondation. Alors c'est pas par souci de cacher la réalité. Je fais pas du tout le procès en complot où c'est pas malsain cette affaire. C'est juste qu'ils n'ont pas le réflexe. Le logiciel, ce que j'avais dit l'autre fois, le logiciel n'est pas installé. Donc les agents. Moi j'avais compris que même si tu toquais à la porte, ils voulaient pas te donner l'ensemble de leur simulation. Mais parce que la loi l'interdit. Ah ben voilà. Aujourd'hui, il y a un texte qui l'interdit, mais je suis absolument persuadé qu'en défonçant la porte de la Première ministre, on arriverait à changer la réglementation. Mais par contre, il faut le faire. Mais c'est pas une volonté. C'est juste que personne s'en occupe parce que c'est pas dans leur logiciel, c'est tout. Donc il y a pas de. Les agents de l'État font leur travail, ils respectent les textes. Sauf que les textes ne permettent pas aujourd'hui de se préparer à des catastrophes naturelles hors cadre, qui vont dépasser les curseurs et se préparer en autonomie, sachant que les pouvoirs publics à côté ont à sauver juste la population, les hôpitaux. Ils ont bien d'autres choses à faire. Ouais. Donc leur intérêt, c'est que nous, on soit en autonomie et qu'on puisse... Nous, entreprises, quand tu dis nous. Oui, nous, voilà. Économie, enfin monde économique, absolument, puisse comprendre les éléments, faire des choix, se former, répéter un peu, voilà, et finalement se débrouiller tout seul. C'est leur intérêt. Mais c'est dingue, c'est quoi cette législation qui... C'est la réglementation qui tourne autour des opérateurs d'importance vitale, qui fait que les informations des opérateurs, en clair, comment va se comporter Enedis, pour prendre juste un exemple, le jour où ça déborde complètement, quelle est leur stratégie, est-ce que ça va couper un peu, beaucoup, longtemps, est-ce que c'est une affaire à 4 mois selon la hauteur d'eau, ou c'est une affaire à 3 ans, on a besoin de savoir ça quand même. Et eux, ils le savent, Enedis. Et évidemment qu'ils le savent, et ils le savent ne serait-ce que pour organiser leurs propres manœuvres. Pour sécuriser leur réseau. Sauf que ces informations sont classifiées. Et on peut pas balancer des informations classifiées défense dans la nature sans un petit changement de réglementation. Aux États-Unis, elles ne le seraient pas. C'est obligatoire, c'est le contraire. C'est le contraire, voilà. Absolument, c'est le contraire. Je vais te donner un autre deuxième... Est-ce que tu comprends que ces opérations soient classifiées en cas d'attaque, j'en sais rien, à la limite même cybercriminalité, pourquoi pas. Mais là, une inondation, c'est une inondation. Oui. Pas que. Enfin, c'est une inondation qui envahirait une caserne ou une prison. Je comprends qu'il y ait des choses classifiées. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est en fait... C'est pas le distributeur d'énergie, quoi. C'est pas par risque que ça se passe, mais c'est par cible. Oui, d'accord, je comprends. Donc le régalien, évidemment, oui. Donc Vigipirate, etc., la manœuvre de l'État pour aller contrer les attentats, évidemment. Mais il y a un petit volet entreprise tout de même qu'on voudrait bien avoir, quoi. On aimerait bien, quoi. Je vais te donner un deuxième exemple autour de la difficulté qu'on a à trouver les bons mots et le bon langage. Toujours sur la tempête Sandy. Quand la tempête Sandy est arrivée, elle a mis en gros 2 jours entre le moment où on savait que ça allait débarder. Il y a eu la trajectoire de la tempête a basculé à J-2 de la crise. D'accord. Donc avant, tout le monde vaquait à ses occupations, puis tout d'un coup, ça a basculé. Et ils ont dit, il n'y a plus que 2 jours pour tout évacuer, mettre tout en sécurité, etc. Les services de la météo ont commencé à balancer des cartes en disant, au secours, attention, il va y avoir du vent, il va y avoir de l'eau. Bon. Les pouvoirs publics ont relayé et les gens ont commencé à se mettre à l'abri en disant, attention, c'est dangereux, il ne faut pas aller dans les caves, voilà. Il n'y a pas une entreprise qui a bougé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit c'est pas comme ça qu'il faut faire puisque les gens ne comprennent pas dans l'entreprise. Donc ils ont changé les cartes, ils les ont virées et ils ont dit voilà la carte où il n'y a plus d'électricité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de vent et on ne parle pas de tempête. Dans une comptabilité d'entreprise, j'achète pas du vent. Et j'achète pas de la tempête, mais j'achète de l'énergie, plein d'autres choses. Bon. Donc là, ils ont dit il n'y aura plus d'énergie. Alors là, les patrons se sont réveillés, ils ont dit tiens, voilà. Et ils ont commencé à se bouger un peu mollement. Alors ils ont encore une deuxième fois effacé les cartes. On les trouve facilement sur Internet. Hein. Et ils ont balancé une carte avec un rayon comme ça. Ils ont marqué action. Allez hop, on y va. Au boulot. C'est comme s'il y avait marqué. Alors, on y va, quoi. Et ça nous amène à notre crise électrique. Oui, absolument.
Est-ce que là, le niveau de préparation... Là on a l'impression quand même qu'on a RTE, qu'on a cet outil EcoWatt, voilà. Enfin, qu'on a là un niveau de préparation qui semble satisfaisant. Comment est-ce que tu regardes ça ? Je ne sais pas où on met le mot préparation. La préparation de RTE, sans aucun doute, et de l'ensemble des électriciens en amont, donc le nucléaire, etc., et toute la filière qui distribue l'énergie dans la crise un peu partout. Donc ça, sans aucun doute. Je pense que ce sont des professionnels aguerris de ce qu'ils font, ils savent où ils mettent des mégawatts, enfin bon, voilà. Donc j'ai absolument rien à dire là-dessus. En revanche, sur les particuliers, je suis un tout petit peu réservé. C'est-à-dire qu'ils disent quand même que s'il va faire super froid, ça va un peu couper. Dans le fond, c'est ça. Mais pour les particuliers... Je vais être brutal 2 secondes, on s'en fout un peu des particuliers. Je finis juste. Nous sommes tous des particuliers. Dans les particuliers, il y a peut-être quelques sujets de santé saupoudrés de temps en temps à la maison, mais en gros, ça va. On a des systèmes sociaux qui suivent tout ça, les mairies suivent ça. Je ne suis pas inquiet du tout. Par contre, dans l'entreprise, une coupure de 2 heures, c'est pas la même affaire. On coupe pas l'énergie dans une entreprise, dans l'informatique. Il y a des fours, les verreries, on commence à voir les gens qui ont des problèmes. Oui, mais justement, on les a vus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un plan. Ça fait quoi ? Ça fait 6 mois qu'ils bossent là-dessus, le gouvernement. Le gouvernement, oui, sauf qu'ils ont tiré la cloche assez récemment, alors que Elisabeth Borne a annoncé, je l'avais envoyé des mots. Moi, j'ai entendu, les télécoms, on les protège parce qu'il faut surtout pas que ça s'arrête. Ça, c'est les OIV. Les verres, effectivement, les verriers, on l'a dit 100 fois, un four qui s'arrête, c'est un four qui casse, etc. Et tout. Moi, j'ai l'impression d'un plan à peu près cohérent, avec des priorités qui sont des priorités saines. On va prendre un exemple simple, c'est l'exemple de l'informatique. Les entreprises qui font appel à des très gros data centers, dont les opérateurs de cloud, plus toutes les grosses boîtes. Elles ont en propre des énormes data centers qui sont vus de l'électricien. Elles sont vues comme des data centers. Donc ils disent, monsieur Enedis, ne me coupez pas parce que j'ai un data center. Ils vont pas le faire. J'ai absolument confiance là-dessus. Quand tu descends dans la taille des entreprises, c'est plus des data centers, c'est un placard au bout du couloir. C'est pas topé data center parce que c'est tout le quartier. Comme ils disent. Voilà. Et c'est tout le quartier qui est vu. Enedis, il voit pas une PME en particulier. Il voit 4 pâtés de maison. Et donc là, data center ou pas, et s'il y a besoin de délester, ils délesteront. Donc c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on a une crise, on étire le peloton. Ça veut dire quoi, on étire le peloton ? Les meilleurs comprennent, ont les moyens, se préparent et finalement se protègent du risque. Et ceux qui sont sur la ligne de départ, donc ils continuent d'avancer. Sur ceux qui sont sur la ligne de départ, in fine, ils ne bougent pas. Donc le peloton devient de plus en plus long. C'est une étape de montagne. C'est ça. Guillaume Poupard disait, en matière de cybersécurité, c'est très exactement la même chose. Les lions mangent les gazelles de la fin du convoi, pas au début. D'accord ? C'est exactement la même chose. Et à chaque fois qu'on a une crise, le peloton s'étire, toujours. Une crise est un générateur d'inégalités. Et celui qui est chargé de remettre le peloton un peu en peloton, c'est les pouvoirs publics et les fédérations professionnelles. C'est-à-dire, en gros, les outils collectifs qui organisent la vie économique de ce pays. C'est à eux de bouger. C'est à eux de dire, attention les petits, il faut avancer un peu plus vite. C'est à eux de dire, les grands, aidez vos petits parce que ce sont vos fournisseurs. C'est des deux côtés que ça se joue. Et donc, sur l'énergie, les grands, ils ont des groupes électrogènes, ils font le plein, ils sont prioritaires, ils vont voir Total Énergie en disant faites-moi le plein parce que sinon la sécurité sociale s'arrête, plouf, ils ont tout de suite 25 tonnes de... Voilà, pas de problème. C'est derrière que ça va se jouer. Alors pas les micro-entreprises, parce qu'on y arrive, mais c'est le bas de la pile, c'est les TPE, les PME, ceux qui ont 10, 15, 20, 50, 100 salariés. Ils n'ont pas de groupe électrogène. Ils n'ont pas de groupe. Et une coupure de 2 heures, ça dépasse les 10 minutes de batterie, l'informatique est par terre. Il va pourtant falloir, parce que tu es d'accord, c'est pas une période transitoire là. Non, on est parti pour 3-4 ans mini, quoi, à peu près. C'est-à-dire qu'on est parti, tu n'as pas de visibilité au-delà de toute façon. Donc, ici quand même un petit peu. RTE a dit, il y a déjà 5 à 6 ans, on a 10 ans de creux devant nous, c'est-à-dire d'un moment où on aura moins d'élasticité dans la production. Et donc ces 10 ans, si on calcule avec ces petites voies, c'est fin 2024 à peu près. Donc on sait que d'ici à fin 2024, peu importe ce que fait Poutine avec le gaz, etc., déjà c'est tendu. Voilà. Alors après, il y a le coup est-ce qu'on aura du froid ou pas ? Enfin, c'est l'élément absolument déterminant. Oui, mais ce que je voulais... Puis, évidemment, l'équation gaz qui freine la solidarité. Est-ce que tu as le sentiment, parce que là, on est vraiment dedans. Oui. Moi, ça me passionne, notamment la question de sobriété, effectivement, la petite appli qu'on peut avoir sur notre téléphone, qu'on va avoir en accéléré une formation, en fait, à la casière. Ce que tu décrivais aux États-Unis avec la FEMA, finalement, on va se le faire nous-mêmes à travers cet hiver et l'hiver prochain. Soyons optimistes et raisonnables aussi. En conclusion, évidemment. Allons-y. Les pouvoirs publics ont fait une stratégie de communication auprès des particuliers avec EcoWatt. EcoWatt, c'est comme un feu rouge. 3 couleurs, très bien. 100%, il faut l'espérer,
des collaborateurs des entreprises auront EcoWatt dans leur poche. D'accord. Bah, Donc ils ne supportent. Oui, donc le tout son Covid de la crise électrique. Absolument, mais les collaborateurs. Donc les collaborateurs ne supporteront pas de travailler dans une entreprise pas préparée où on gaspille l'énergie parce que les portes sont ouvertes et la clim est à fond ou l'inverse. D'accord. D'accord. Donc en passant par les particuliers. Et oui, tactiquement, c'est très très bien joué. Très, très bien. En appuyant sur les particuliers, tu fais un effort d'acculturation de l'ensemble de la population et du monde économique qui est derrière sur soyons sobres, soyons prévoyants, un petit peu moins d'attentisme pour voir si tout cuit du ciel au dernier moment, etc. Donc ça, c'est très très bien joué. EcoWatt est le bon outil pour faire ça. Alors, non, la conclusion, c'est la question. En fait, la vraie crise qui survient, c'est toujours celle qu'on n'avait pas. La vraie crise, c'est compliqué, mais la vraie crise, c'est celle qui nous met vraiment copie blanche. Là, avec les affaires électriques, on n'est pas copie blanche. Sur les catenats, on n'est pas copie blanche. Enfin, il faut vraiment être endormi pour ne pas voir le truc venir quand même. Hein. Donc la vraie crise, c'est l'attentat. Parce que ça, c'est très compliqué. Un Bataclan 2, par exemple, dans Paris. Voilà. Mais bon, nous, on a fait des procédures. On est déjà prêts, malheureusement, pour ce genre de truc. Mais je ne sais pas où, quoi, quand, comment. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc. Tu peux, voilà, ça met les gens par terre. Voilà, mais quand tu dis procédure, c'est-à-dire que tu peux, à partir du moment où tu dis, OK, il faut que je m'occupe vraiment de gestion de crise, oui. Tu peux mettre en place justement des procédures. Alors, c'est pas tout à fait des procédures. Pour affronter l'imprévisible. Absolument. Et c'est pas tout à fait des procédures, on appelle ça des fiches réflexes, c'est-à-dire en fait c'est le début des décisions, jamais la fin. C'est-à-dire si ce scénario absolument invraisemblable arrive, mais réaliste quand même, hein, c'est pas Godzilla dans les couloirs, hein, on est d'accord, c'est un truc véridique, enfin voilà. Oui, bah bon, non, mais si ça arrive. D'accord, si ça arrive, on a des têtes de procédure qui disent, au lendemain d'un Bataclan 2 par exemple, comptez vos gens, qui est touché, qui a de la famille qui est touchée, qui a de la famille qui est touchée. Tous ces gens-là, ils ne seront pas là. Qu'est-ce qu'on fait pour faire continuer la boîte? Qu'est-ce qu'on fait pour se comporter humainement avec les collaborateurs? Ça, c'est fait. Ça, c'est préparé déjà. La fin de l'histoire, je ne l'ai pas. Mais ça évite... Mais au moins le début, ça évite de faire des bêtises et de rajouter des maladresses à un drame. Et c'est ça qu'on veut faire, bien sûr. Vincent Balouet, donc, maîtrisedescrises.com. À bientôt, Vincent, pour parler de ce sujet qui va nous accompagner pendant un bon moment. Et nous, on se retrouve demain sur Bismart.